Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Simon Bernard, le cofondateur de Plastic Odyssey, expédition visant à lutter contre la pollution plastique dans les océans. Dans notre débat, on va découvrir le classement du top 35 des jeunes leaders positifs créé par Positive Planète. On va parler inclusion, mais aussi recyclage. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Wivalo, qui référence toutes les solutions compost en France. Dépollution, recyclage, tri des déchets, 3 enjeux de la transformation que l'on adresse tout de suite dans ce Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Simon Bernard, le cofondateur de Plastic Odyssey, qui est avec nous en duplex de Dakar, c'est ça? Vous êtes sur le bateau au port de Dakar? Alors c'est ça, je suis à bord du bateau, à bord du Plastic Odyssey qui est amarré dans le port, le grand port autonome de Dakar, depuis une semaine maintenant. Alors vous nous raconterez évidemment ce que vous y faites, mais il faut d'abord nous présenter Plastic Odyssey, projet quand même assez colossal. En quoi ça consiste? Alors l'idée c'est, comme son nom le laisse entendre, c'est de lutter contre la pollution plastique. Alors c'est vrai qu'on a un bateau, mais on ne va pas ramasser le plastique en mer, puisque une fois que c'est en mer, c'est trop tard malheureusement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait escale dans les 30 pays du globe les plus touchés par la pollution pour aller former des entrepreneurs du recyclage et les aider à monter des usines dans les villes pour faire en sorte que ce plastique soit collecté et transformé avant qu'il arrive dans l'océan. Donc il y a 30 escales, vous restez 3 semaines à chaque fois, c'est ça, en moyenne, sur 3 continents différents. L'idée, c'est de vous appuyer sur des projets, des initiatives des entrepreneurs locaux? C'est ça, on ne veut pas arriver soit en donnant des solutions, en expliquant aux gens comment faire, mais plutôt en s'appuyant sur des acteurs locaux qui ne nous ont pas attendus, qui ont déjà des entreprises, qui font de la collecte et qui veulent se lancer un peu derrière dans le recyclage et les accompagner. Donc là, on a une dizaine d'entrepreneurs, ils sont arrivés hier. À chaque escale, on a une promotion qui vient à bord et on organise une sorte d'incubation. Donc l'idée, c'est qu'ils passent une semaine avec nous, on les forme aux techniques du recyclage, parce qu'on a tout un atelier à bord du bateau, à l'entrepreneuriat aussi. Et derrière, on les accompagne. Donc c'est vraiment la première étape, l'escale, mais on a tout un suivi derrière qui permet d'aller jusqu'à la création vraiment d'une usine, puisqu'on fabrique même maintenant des usines toutes faites dans des containers maritimes qu'on va déployer. Donc là, on en a installé déjà 2, une en Guinée-Conakry et une au Togo. Et ces usines, elles permettent la spécificité, c'est qu'on parle de recyclage, mais c'est un petit peu différent de ce qu'on peut faire en Europe. Nous, on fait du recyclage pour transformer le déchet en produit fini directement. Donc ça va être des pavés, par exemple, pour les trottoirs, ou des tuiles pour les toits des maisons, des tubes pour les canalisations. Et ça permet d'augmenter au maximum la valeur ajoutée et donc de créer de la richesse localement. Oui, c'est faire du déchet plastique finalement une opportunité et une matière première de départ. On est vraiment en plein dans l'économie circulaire. Donc là, cette promotion, comme vous dites, ce sont des entrepreneurs, ou alors c'est des gens qui ont besoin d'être formés. Comment? Et puis surtout, est-ce que vous savez, avant d'arriver à Dakar, qui va participer à une session en fait? Alors c'est ça, c'est assez... En général, on a un peu de tout, on va dire, mais on sélectionne des gens qui, si possible, ont déjà une entreprise. On ne veut pas forcément des gens qui ont juste une idée, on veut des gens qui ont quand même fait leurs preuves. Et on en trouve beaucoup qui ont déjà des employés, qui se sont faits d'eux-mêmes, puisque c'est très difficile d'avoir de l'argent des banques. Et donc souvent, ils ont commencé comme collecteurs de déchets, ils ont mis de l'argent de côté, ils ont acheté une première machine, puis acheté un hangar et ensuite commencé à avoir des employés. Et donc pour les sélectionner, on fait un appel à candidature avant d'arriver. Donc ça se passe vraiment en préparation de l'escale et on sélectionne les 10 meilleurs profils. Alors,
Vous dites il y a deux piliers dans cette odyssée, c'est nettoyer le passé, construire l'avenir. On parlera de l'avenir et notamment de la formation, de la pédagogie auprès des jeunes tout à l'heure, mais je voudrais prendre l'exemple d'une étape que vous avez effectuée il y a quelques mois, c'était en Tunisie, à Bizerte. Alors il y a un reportage que j'ai pu visionner avant de préparer l'émission. Déjà le premier constat, c'est que les sacs plastiques sont interdits dans le pays, mais qu'il y en a un peu partout. Donc ça a été le premier constat. Ensuite, qu'est-ce que vous avez mis en place là-bas? Alors exactement, c'est marrant parce qu'on retrouve dans beaucoup de pays, à Dakar c'est pareil, au Sénégal, le sac plastique est aussi interdit, mais on n'a pas les moyens encore d'appliquer la loi et donc on en retrouve absolument partout. Et donc l'idée, c'est, comme vous disiez, c'est d'avoir cette partie, on a des déchets qui sont là, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on peut créer de la richesse localement pour traiter les déchets du passé quelque part et ceux qui continueront à être produits. Et puis on va aussi former les nouvelles générations et sensibiliser le grand public pour réduire l'utilisation de ce plastique. Donc ça passe pas forcément par des solutions techniques, ça passe par des solutions qui vont être de faire changer les comportements. Donc c'est plus compliqué forcément. Et donc là, on s'intéresse surtout aux plus jeunes, c'est là où c'est peut-être encore le plus facile. Au Maroc, on a eu, donc la dernière escale, on a eu 650 enfants à bord du bateau. Et donc on travaille avec des classes et en parallèle de ça, on garde le lien puisque à chaque escale, on fait une visio avec toutes les classes qui nous suivent. Donc ça, la communauté d'enfants, de jeunes explorateurs augmente d'escale en escale. La dernière visio, on avait quand même 2000 enfants. Donc on a un impact sur les plus jeunes qui est vraiment colossal et ça fait plaisir parce que c'est immédiat. On voit tout de suite le retour, on a des témoignages assez incroyables d'enfants et donc ça donne espoir. Donc ça veut dire, c'est aussi une sorte d'exposition itinérante, Plastic Odyssey? Alors c'est ça, les enfants, on peut les accueillir à bord, on ne peut pas accueillir tout le monde, tout le grand public, et donc c'est pour ça qu'on a construit une exposition qui circule, qui est embarquée sur le bateau, transportée d'escale en escale et qu'on déploie dans des lieux emblématiques pour permettre à tout le monde de venir découvrir c'est surtout des alternatives au plastique. L'exposition, elle est plutôt concentrée sur comment est-ce qu'on fait différemment, comment est-ce qu'on change nos usages. Et donc pour ça, dans chaque pays où on va, on récupère des bonnes idées, on déniche des bonnes idées pour se passer du plastique. Et donc cette exposition, elle évolue d'escale en escale. Et l'idée, c'est qu'à la fin des 3 ans d'expédition, on puisse exposer ça dans un musée au retour en France avec toutes les meilleures idées pour réduire l'usage du plastique qu'on a pu découvrir dans le monde entier. Oui, on s'était rencontrés à Marseille juste avant que vous partiez d'ailleurs, et il y avait cet espoir, cette ambition. Vous avez déjà identifié comme ça quelques bonnes pratiques à partager dans les premières étapes méditerranéennes du voyage? Alors on en a quelques-unes. Ce qui est assez intéressant, c'est que bien souvent, c'est des techniques plutôt ancestrales qui sont remis au goût du jour, on va dire. Mais au Liban, on a un bon exemple de jarre, donc pour éviter d'avoir des bouteilles d'eau, de jarre qui permet d'avoir de l'eau, une sorte de carafe, mais qui a été fabriquée à partir des déchets, donc du verre, suite à l'explosion du port de Beyrouth. Donc il y a toute une filière de recyclage du verre pour faire ces jarres et du coup éviter d'avoir des bouteilles plastiques. Donc ça, c'était un bon exemple. On a aussi en Égypte, on a découvert une alternative à la brosse à dents en plastique, puisque c'est vraiment un morceau de plante qui se transforme en brosse à dents, et donc tout le monde a ça un peu dans la bouche, et ça permet d'avoir une brosse à dents végétale, on va dire. Donc c'est très utilisé sur place, et c'était la première fois qu'on voyait ça. Et donc on essaye à chaque fois comme ça de trouver. En Tunisie, on a aussi ce qu'on appelle les kofas, qui sont des sortes de paniers pour aller faire ses courses, que chaque famille a à la maison, et donc à chaque fois, cette exposition, elle s'enrichit de toutes ces bonnes idées. Vous parliez des usines clés en main, donc ça ressemble à quoi? C'est un container, c'est ça, vous nous l'avez dit, dans lequel on peut faire quoi? On peut broyer le plastique, on peut le recycler, c'est quoi la logique? Alors l'idée, c'est d'avoir vraiment une usine clé en main, donc un container maritime qu'on va transporter, installer dans un pays, dans une ville, et puis du jour au lendemain, pouvoir lancer son usine de production. Donc on a un petit broyeur qui permet donc directement de transformer le déchet qu'on va ramasser, quasiment collecté dans la rue, pour en faire un copeau. Et derrière, une deuxième machine qui va le faire fondre, on appelle une extrudeuse, et qui permet de transformer ce plastique en une pâte pour derrière le mettre en forme. Donc on va
le presser dans un moule pour lui donner une forme particulière. Et donc, on va directement avoir un produit fini qui va être... là, en Guinée, par exemple, c'est du pavé, mais au Togo, on fait des planches pour faire du mobilier. Donc, le plastique peut derrière avoir différentes formes. Et c'est comme ça qu'on arrive à transformer le déchet en produit fini directement. Alors donc là, vous êtes à Dakar, vous nous l'avez dit. Quelles sont les prochaines étapes? Faites-nous voyager un peu. Alors la prochaine étape, ça va être la Guinée-Conakry. Justement, on va retrouver Mariam, qui est la première entrepreneur qu'on a accompagnée et qui a reçu son usine en décembre. Et donc ça y est, les premiers pavés voient le jour dans les rues de Conakry. On arrête de voir ça en direct. Et puis après, on partira pour le Cap-Vert, qui est une escale intéressante puisque c'est un milieu insulaire et donc les particularités, les challenges sont complètement différents. C'est beaucoup plus difficile de traiter les déchets sur place, des petites îles. On va notamment aller sur Santa Lucia, qui est l'île aux tortues. C'est une île sur laquelle les tortues viennent pondre et qui est littéralement recouverte de déchets. Donc ça va être, c'est un futur projet qu'on a d'installer une usine à proximité. Et après ça, on sera mi-avril, on va prendre la mer pour traverser l'Atlantique. Et donc là, on a 10 jours à peu près de transat pour nous amener à Recife au Brésil et attaquer la tournée Amérique du Sud. Donc on quitte la Méditerranée et l'Afrique de l'Ouest pour jusqu'à décembre faire le tour de l'Amérique du Sud, Amérique centrale, passer le canal de Panama jusqu'au Pérou. Merci beaucoup Simon Bernard. Bon vent à Plastique Odyssée. Vous faites partie des 35 leaders positifs de moins de 35 ans mis en lumière par Positive Planète et les EcoStart. Ça tombe bien, ça m'offre la transition pour la deuxième partie de ce Smart Impact. À bientôt. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Les invités du débat de ce Smart Impact, c'est Claudia Ruza, bonjour, bienvenue. Vous êtes la directrice générale de Positive Planète et Jim Pasquet, bonjour. Cofondateur avec Marius Amelot de cette entreprise qui s'appelle Le Pavé. Vous allez nous expliquer ce qu'est le Pavé. Mais d'abord, présentation de l'association Positive Planète, c'est quoi ? Positive Planète, c'est une association qui favorise l'inclusion économique des habitants des quartiers populaires et améliore leur employabilité. Concrètement, on est implanté dans 170 quartiers en France et on va vers les habitants des quartiers pour les aider à créer leur entreprise. Et parce qu'on part du principe que parfois c'est plus facile de trouver des clients qu'un patron. Oui. Et donc vous avez lancé ce classement des leaders positifs, 35 leaders positifs de moins de 35 ans avec les EcoStart. Pourquoi ce classement? C'est quoi l'idée de départ? L'idée de départ, c'était de se dire qu'on voulait voir un classement qui ressemblait, nous, à la France qu'on côtoyait quotidiennement. C'est-à-dire une France qui met en avant la diversité, peu importe le diplôme, le genre, qui met en avant, c'est vraiment cette France qui agit. Et c'était ça qu'on voulait mettre en avant, des gens qui font et qui ne se sont pas dit parce que je viens de tel milieu social, parce que je suis une femme, je ne peux pas y arriver. Non, j'agis et en plus j'agis pour l'intérêt des générations futures. Et alors, c'est plutôt les leaders que vous mettez en avant ou les solutions? Les deux en même temps, j'imagine? Les deux en même temps. Et puis, nouveauté de cette année, donc on a en fait des influenceurs et des activistes qui font partie de ce classement, des entrepreneurs comme Jim, et également des collaborateurs d'entreprises. Des entreprises qui peuvent être positives, d'autres pas encore. Mais ces collaborateurs et ces collaboratrices agissent dans leur entreprise pour la transformer. Qui changent les entreprises de l'intérieur, en quelque sorte. L'idée, c'est pas de se dire qu'on est dans l'opposition, non, c'est de co-construire ensemble un monde dans lequel on a envie de vivre et dans lequel nos enfants vont vivre. Jim Pasquet, vous êtes donc l'un de ces 35 leaders sur le podium de ce classement avec le Pavé, c'est quoi? Alors le Pavé, qu'est-ce que c'est? Nous sommes éditeurs de matériaux soutenables. Ça veut dire quoi? On fabrique des matériaux recyclés, recyclables, sains et locaux. Donc concrètement, on va prendre des sources de déchets plastiques, on va les transformer sous forme de panneaux et ces panneaux vont servir dans différentes applications dans le monde du bâtiment, des plans de travail, des revêtements de sol, des revêtements de murs. Ouais. Donc ça fait 5 ans, je crois, que vous avez créé l'entreprise, vous venez de fêter vos 5 ans, avec donc un système de
j'ai bien préparé l'émission, de thermocompression. Alors, comment ça marche? Et puis peut-être comment il est né, parce que c'est une histoire sympa à raconter. Oui, tout à fait. Donc, cette histoire, elle commence dans les bancs de l'école d'architecture de l'école de Versailles, Oui. avec un cas d'étude qui est de refaire une école au milieu du désert, au Kenya. Et donc, le cas d'étude nous donnait cette contrainte de travailler des ressources en local. Il y avait une déchetterie qui n'était pas loin de cette école fictive. On a commencé à expérimenter le déchet plastique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des déchets plastiques dans la poubelle jaune, on les a broyés dans un blender maison et puis on les a chauffés dans un four maison. Ça a formé un panneau. Et de ce panneau est né ce projet Le Pavé, qui était de fournir une solution pour le monde du bâtiment grâce à un matériau éco-responsable. Claudia Ruza, qu'est-ce qui vous a séduit dans l'histoire de Jim, Marius et de leur invention? Tout. Alors déjà les profils des deux fondateurs, parce qu'en fait nous aussi, l'idée c'était de classer à la fois le projet, qu'il ait un impact social, écologique, ce qui était le cas du pavé et du projet de Jim, et également le profil, c'est-à-dire la capacité à fédérer autour de convaincre. Donc c'est ça qui nous a plu chez le profil de Jim et de son cofondateur, mais également de tous les leaders qu'on voit dans ce classement, qui ont tous en plus, qui sont super différents, je pense que ça s'est vu lors de la soirée, mais qui ont tous en commun cette volonté d'agir et de changer les choses. Oui, c'est ça leur point commun, à part la jeunesse, quoi. Oui. Vous dites, ce sont des, je sais plus comment on dit, des faiseux, quoi. C'est des gens qui agissent, quoi. C'est ceux qui font. Et c'est ceux que parfois on valorise pas assez. Alors que concrètement, ils agissent quotidiennement tout autour de nous et ils trouvent des solutions. Alors, et ensemble, on est persuadés, en plus, qu'en les faisant se rencontrer, peut-être qu'ils vont trouver la solution, en tout cas des solutions qui permettront à plus grande échelle d'avoir un impact social et écologique important pour le bien vivre ensemble. Oui. Alors pour bien comprendre, Jim Pasquet, vous n'êtes pas allé au Kenya, c'était un cas d'école, c'est ça? Oui, juste un cas d'école. Oui. Et alors, vous l'avez développé où ensuite? C'est-à-dire qu'il a fallu créer prouver que c'était possible, qu'à partir de déchets, c'est que des déchets plastiques ou c'est des déchets multiples et variés déjà, première question. Puis ensuite, où est-ce que vous l'avez mis en place, quoi, et industrialisé? Oui, toute l'innovation qu'on a importée, c'est de fabriquer un matériau 100% à partir de déchets plastiques. Donc c'est du PEHD, c'est ce qu'on va retrouver dans nos flacons de shampoing, les bouchons de bouteilles, beaucoup dans le monde de la cosmétique alimentaire. L'idée, c'était de sortir du cycle court-termiste le déchet plastique pour lui retrouver un sens et un usage dans le monde du bâtiment. Toute la difficulté au départ, ça a été avec cet échantillon de trouver un industriel qui était capable de fabriquer le matériau. On ne l'a pas trouvé et donc du coup on a dû s'improviser nous-mêmes d'une certaine manière industrielle. Et on a eu beaucoup de partenaires, des partenaires publics, des partenaires privés, des partenaires bancaires qui nous ont aidés à développer ce matériau et à industrialiser. Et aujourd'hui on a une usine à Aubervilliers qui transforme plus de 2 tonnes de déchets plastiques par jour et qui va fabriquer environ à peu près 200 mètres carrés de matériaux. Donc ça y est, l'industrialisation, elle est lancée. Qui sont vos clients aujourd'hui? Aujourd'hui, on travaille principalement avec des architectes et des designers qui nous prescrivent sur des projets, sur différentes applications. Et on va travailler en direct ensuite avec ce qu'on appelle des transformateurs, qui peuvent être des ébénistes, des artisans, des agenceurs, des industriels qui vont fabriquer des produits finis à partir de notre matériau. Et quand vous démarrez le projet, vous savez que cette demande existe ou alors vous l'avez vu croître année après année, puisque ça fait 5 ans que vous existez? Non, d'une certaine manière, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut faire pour savoir. Et donc, on a commencé à présenter le matériau sur un premier salon il y a maintenant presque 5 ans. On a vu tout l'intérêt du monde de l'architecture et du design pour ce type de matériaux. Et donc, c'est ici qu'on a grandi notre motivation à se dire il faut absolument qu'on industrialise la fabrication d'un matériau à partir de déchets plastiques. Claudia Ruza, je reprends les critères de sélection des lauréats que j'ai trouvés sur le site de Positive Planète, impact social et environnemental, l'un, l'autre ou les deux, hein, c'est intéressant. Le leadership, vous en avez parlé, la capacité à convaincre, l'innovation sociale, donc on identifie un besoin sociétal peu ou mal satisfait et on innove, et puis le potentiel à 5 ans, capacité de progression individuelle ou entrepreneuriale. Je voudrais insister là-dessus. Le potentiel à 5 ans. Vous vous dites quoi? Vous dites on croit en eux ou en elles et il faut que ça marche, quoi. S'ils sont là, c'est parce que ça peut être efficace, c'est une entreprise qui sera pérenne, qui va gagner de l'argent et qui donc va diffuser le plus possible un modèle qui est bon pour la planète, c'est ça? Ou pour la société? Oui, c'est complètement ça. C'est-à-dire que, en fait, pour qu'une entreprise soit positive, qui est un peu aussi le concept de Positive Planète, c'est
faut qu'elle soit durable et déjà économiquement. Donc en fait, viable. Viable. Ouais. C'est-à-dire que toutes les entreprises qu'on a sélectionnées, en tout cas tous les fondateurs d'entreprises qui font partie de ce classement, c'est parce qu'on a considéré derrière que leur entreprise, elle avait un avenir, mais qu'aussi eux, c'est-à-dire aussi leur potentiel de développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le pavé, peut-être demain, ce sera je ne sais quel autre projet, mais en tout cas qui a un potentiel à 5 ans et qu'en fait, on en entend parler aujourd'hui, mais qu'on fait le pari que dans 5-10 ans, vous en entendrez encore parler. Ouais. Qui y a d'autres? Parce que 35 leaders, bon, là on a Jim qui représente le pavé, mais alors vous n'allez pas pouvoir tous les citer, mais là comme ça spontanément. Non, il y a Amin Kessassi qui est le premier, mais en fait ils auraient pu tous être premiers finalement. Oui, alors il y a quand même un classement de 1 à 35, mais bon. On se pose la question bon. d'ailleurs de plus classer, juste de mettre en avant les 35, parce que c'est très subjectif d'une certaine manière, alors qu'ils agissent tous à leur manière. Il y a Amin Kessassi, lui, qui travaille vraiment dans les quartiers, donc ça faisait beaucoup de sens aussi par rapport à ce que fait Positive Planet. Pour changer un peu le regard dans les quartiers, puis agir concrètement auprès des habitants. Il y a Julia Faure elle travaille dans la mode responsable. Il y a aussi des collaborateurs d'entreprises comme Alexandra Ferré, Andrea Seculara, qui était à la Banque Rothschild, Alexandra Ferré au groupe Rocher. Et c'est des gens, en fait, qui vraiment ont comme conviction que cette révolution positive, elle est absolument nécessaire et que c'est le moment de la porter et de la défendre. Ouais. C'est ça, je reviens, vous l'avez évoqué, mais cette nouvelle catégorie, donc qui sont des collaborateurs d'entreprise, des salariés, est-ce que ce sont d'une certaine façon des intrapreneurs ou pas forcément, c'est-à-dire, Pas forcément, pas forcément. C'est avant tout des gens qui, par leur volonté d'agir dans l'intérêt des générations futures, vont mettre en place dans leur entreprise ou vont suggérer de mettre en place dans leur entreprise des politiques positives, que ce soit en termes de réduction, de lutte contre la pauvreté, en termes écologiques, de faire en sorte que leur entreprise, c'est même pas faire en sorte qu'elle soit positive, c'est qu'au moins elle soit pas négative, c'est-à-dire qu'elle fasse juste neutre, c'est-à-dire qu'elle fasse pas de mal d'une certaine manière. Et donc ils agissent tous dans cette volonté-là. Et c'est comme ça qu'on a réussi un peu à les sonder en voyant leurs travaux et en contactant aussi d'autres collaborateurs et collaboratrices d'entreprises. Jim Pasquet, vous avez une première usine, c'est ça? Si on se projette dans l'avenir, on parlait de la viabilité et du potentiel à 5 ans. C'est quoi votre vision à 5 ans? Aujourd'hui, on a deux objectifs. Ouvrir des nouvelles usines, exactement. Donc, on a notre première usine à Aubervilliers et dans 6 mois, on va avoir une nouvelle usine à Chalon-sur-Saône, au nord de Lyon. Et puis, on a pour augmenter la capacité de production, parce qu'on a beaucoup de demandes au niveau de nos clients. Et puis, le deuxième objectif, c'est de sortir des nouveaux matériaux. Nous, notre vision, c'est que chaque déchet qui existe a probablement une application dans le monde du bâtiment. Et on vient de sortir un nouveau matériau à partir de polystyrène, qui sont des anciennes portes de frigo, qui font un nouveau matériau qui donne d'autres caractéristiques esthétiques, mécaniques, chimiques par rapport au premier qui était réalisé à partir de PEHD. Ça veut dire que vous êtes dans l'innovation et la recherche permanente? Oui, je pense qu'en fait, pour pouvoir modifier et changer les choses positivement, il faut être absolument dans cette innovation parce que ça veut dire qu'il y a des choses à changer, il y a des statu quo qui existent. Et il faut absolument en permanence innover, que ce soit en termes de produits, en termes de management, en termes de croissance. Et dernière question, tiens, est-ce que dans les 35 leaders que vous avez croisés et qui font partie de ce classement avec vous, vous vous êtes dit, tiens, il y a elle ou lui, là, j'ai vraiment envie de bosser avec elle, il y a peut-être des synergies, des business communs à monter? Oui, on a trouvé quelque chose. Il y a beaucoup de monde qui sont aujourd'hui dans le monde du bâtiment ou de l'immobilier en général. Et je pense que c'est là où il y a des ponts à faire parce que ça veut dire qu'on est chacun sur la même chose, c'est-à-dire de construire des bâtiments qui soient plus durables pour la planète. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. À bientôt sur Bismart. On parle compost, tiens, enjeu majeur dans l'horizon janvier 2024. C'est parti. La bonne idée du jour, elle est signée Camille Maradour-Savary, cofondatrice, présidente de WeValo, avec nous en duplex, en visioconférence. Bonjour, bienvenue. Présentez-nous WeValo, quand, pourquoi vous l'avez créé? Bonjour, alors WeValo, c'est une idée en fait qui date d'avant 2020, en arrivant en fait en ville à Nantes. Impossible de trier ces biodéchets ou alors très difficilement. Donc avec mes cofondateurs Kevin et Richard, on a décidé d'apporter des solutions concrètes aux Nantais pour pouvoir aider à trier simplement ces biodéchets en ville.
chose qui n'était pas forcément évidente quand on arrivait, par exemple, de la campagne, on a l'espace de pouvoir mettre un composteur. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Ça marche comment, si on rentre un peu dans le détail? C'est quoi? C'est une appli, c'est un site? Vous recensez les lieux où on peut apporter ses biodéchets? Tout à fait. Tout à fait. Alors, de base, on a vraiment créé des sites où des points, des partenariats avec des commerçants où les personnes pouvaient apporter leurs biodéchets chez les commerçants. Très vite, en fait, on a construit une cartographie qui recensait ces points-là. Puis, on a commencé à étendre, en fait, notre champ d'application à recenser toutes les solutions pour composter. Donc, à savoir quelles subventions les collectivités mettent en place pour l'achat d'un équipement, un composteur à mettre dans son jardin, un lombricomposteur. On recense également les points de dépôt qui sont proches de chez soi. Pour facilement en fait passer le cap du tri des biodéchets quand on a envie de s'y mettre, mais qu'on n'a pas forcément toutes les infos à disposition. Et en fait, il faut savoir que ce tri-là va être obligatoire d'ici la fin de l'année pour toutes les collectivités en France, tous les habitants. Donc c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité. Oui, les règles changent effectivement. Pardon de vous interrompre. Les règles changent effectivement dans le cadre c'est l'application de la loi anti-gaspi pour une économie circulaire. Donc 1er janvier 2024, on va tous devoir finalement trier et trouver une solution pour nos biodéchets, solution de compostage. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que en fonction des municipalités, c'est pas forcément la même solution qui est proposée. On va peut-être avoir un peu de mal à s'y retrouver, c'est ça? Souvent c'est effectivement ça. Souvent c'est le cas du tri global. Parfois les règles changent d'une commune à l'autre. Et nous en fait on vient apporter la lisibilité pour les habitants sur quelles sont les solutions concrètes mises en place et ce que j'ai droit d'y mettre. Est-ce que par exemple le composteur local de Nantes prend la viande? Oui, non. Est-ce que je peux le mettre dans une autre solution? Donc voilà, c'est apporter aussi toutes ces petites nuances pour être rassuré en fait sur comment faire le tri et comment bien le faire pour qu'ensuite ça reparte de manière saine et efficace en fait vers l'agriculture locale. Oui, l'idée c'est que, pardon de vous interrompre une nouvelle fois, l'idée c'est que composter tous les jours, il faut que ça devienne en quelque sorte un réflexe, alors que ça peut être plutôt perçu pour l'instant comme une contrainte, qui est un peu d'inquiétude d'ailleurs pour chez pas mal de nos concitoyens pour savoir comment ça va se passer à partir du mois de janvier prochain. Est-ce que vous diriez, on va conclure là-dessus, que c'est une nouvelle filière qui est en train de se créer? C'est une nouvelle filière, mais c'est aussi, je pense, une nouvelle façon d'appréhender le déchet, où en fait là on n'est pas sur un déchet, on accompagne une nouvelle ressource et autour de cette ressource-là, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui se mettent en place et une nouvelle façon en fait d'appréhender aussi la relation entre la ville, la campagne, qui nous nourrit et quelle est la boucle autour de tout ça. Donc c'est vraiment une nouvelle relation absolument super intéressante qui est en train de se mettre en place. Merci beaucoup. Merci Camille Maradour-Savary et bon vent à Wivalo. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louise Perrin à la programmation et à la production assistée de Marie Billa aujourd'hui, au son Saïd Mamou et à la réalisation Alice Pitavi. Salut à tous.